voulais vous dire que j'étais sûre d'avoir mis analyse féministe, mais j'ai vu que j'ai mis approche féministe. Alors, j'ai pas considéré de réfléchir, et j'aime pourtant beaucoup la question étymologique, épistémologique, pour discuter de ce serait quoi plutôt une perspective, une approche, une analyse, ce qui en soi serait super intéressant. Mais j'ai plutôt décidé d'aller vers quelque chose d'un peu plus concret. Je me suis dit, en fin de 2 journées de colloque, j'aurais bien envie plutôt qu'on se parle tout ensemble et tout. On va pouvoir le faire, mais pas comme dans un atelier ou un séminaire. Donc du coup, je me suis un peu mis à un défi. C'est d'essayer de vous faire une présentation qui ne sera pas du tout avec des définitions, par exemple, de certains courants, de certains concepts, etc. Mais plutôt d'aller chercher ce que vous faites déjà dans vos compétences, dans vos pratiques professionnelles, pour augmenter et améliorer vos compétences encore plus selon là où vous en êtes et ce que vous avez envie de développer. Vous me direz après si j'ai réussi mon coup ou pas, je ne peux pas le dire à l'avance. Alors merci pour l'invitation à la Ligue et à toutes les personnes qui sont aussi ici présentes et aussi les personnes qui sont derrière leur écran. C'est vraiment important que ça existe, ce genre de colloque, même si effectivement, vous l'avez compris, je préférais beaucoup qu'on fasse des ateliers, des séminaires, pas seulement parce que je suis plus à l'aise comme ça, c'est pourtant un petit peu vrai, mais c'est aussi parce que je pense vraiment, pour des raisons liées à mon postdoc en éducation en pédagogie, que c'est plus utile pour développer les compétences. On est beaucoup plus en train d'apprendre quand on apprend par l'expérience et qu'on est guidé à travailler, à réfléchir sur nos pratiques. Comme c'est pas possible le succès de ce colloque, j'assume mon côté oxymore. Que en même temps, je vous dis que ça ne sert à rien un colloque, j'exagère, là je caricature, excusez-moi à la Ligue, mais que c'est pas le plus utile pour développer vos compétences, mais que, vu le succès, on va essayer de faire comme ça. Alors, développer ces pratiques à partir de faits cliniques, d'intégrer une certaine analyse politique, une analyse féministe en santé mentale, c'est un processus qui ne date pas d'hier, et qui n'est pas juste là aujourd'hui en Belgique, qui existe un peu partout dans le monde et qui existe depuis très longtemps. Je dirais que minimalement depuis les années 70, mais je pense que vous avez une historienne qui a parlé hier, donc elle a certainement été plus précise sur depuis quand ça a été conceptualisé, la question de l'analyse féministe et psychothérapie féministe. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des gens qui ne se seraient pas dits féministes, mais qui travaillaient à l'intégration des rapports sociaux d'oppression et de domination dans leur pratique clinique depuis très longtemps, plutôt de manière locale, enfin un peu secrète, ça reste un peu confidentiel. On peut se demander pourquoi ça ne prend pas plus d'ampleur d'ailleurs, si ce n'est pas aussi dans les rapports de domination que ça s'exprime, ça. Mais ça existe depuis longtemps, et ici par exemple, moi en 2015, j'ai été vraiment très très fort, étonnée positivement que des étudiantes en psychologie aient arrivé à faire un colloque psychologie et féminisme à l'ULB, et c'est Roxane Chinicard qui a engrangé ce processus-là à l'ULB. Non, dit-elle, oui, elle est là, vous l'avez entendu parler ce matin. Et depuis, il y a le réseau PsyFem, Fem c'est pas femme, hein, c'est féminisme, donc psychologie et féminisme, qui continue à exister, dépendamment un peu des ressources et de ce qui est possible, ça continue à exister, et je connais plusieurs personnes dans cette salle grâce à ce réseau-là par exemple. Donc il y a des actions, il y a beaucoup d'actions différentes qui se sont déjà passées. Il y a plein de choses qui se passent aussi avec les nouvelles technologies, notamment des listes PsySafe qui circulent sur Internet, etc. On se demande d'où viennent ces listes et qui sont sur ces listes. Mais en tout cas, il y a cette idée quand même, aussi bien pour nous les professionnels, médecins, psychologues, assistants sociaux, assistantes sociales, de travailler à développer, d'améliorer nos pratiques, notre raisonnement clinique aussi, pour développer des pratiques anti-oppressives. Et ça tombe bien parce que les gens de l'autre côté, les gens qui veulent nous voir, recherchent ça aussi. Donc c'est pas un effet de mode, ce colloque. Et donc c'est très important de pouvoir encore en faire des colloques, et j'espère qu'il y aura des suites avec des séminaires par exemple. C'est vraiment pas un effet de mode. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire que c'est quelque chose qui existe, qui a déjà existé, et qui en plus nous aide à améliorer nos pratiques si elles deviennent anti-oppressives parce qu'on réfléchit à partir de cette clinique-là. En fait, on améliore nos pratiques pour toutes les personnes qui nous consultent, y compris les personnes qui seraient dans une hétérosexualité traditionnelle, normative, exclusive. Ça va nous améliorer aussi
comme praticien ou praticienne par rapport à tout le monde. Donc, comme je disais, habituellement, on se questionne à partir de certaines réalités cliniques, c'est un boulot, donc on développe nos compétences à partir de notre travail, mais parfois ça vient d'ailleurs. Alors, je vous demande de juste faire un petit insight. Peut-être vous, c'est venu de quelque chose, de quelqu'un dans votre famille qui, 3 petits points, ou peut-être vous, peut-être quelque chose que vous avez vu à l'extérieur de vous. Parfois, c'est un événement de la vie, un incident critique qui nous fait dire, là, si je veux aider mieux les gens, je vais devoir améliorer certaines de mes compétences ou intégrer d'autres choses pour pouvoir être plus inclusif, avoir une pratique anti-oppressive, intégrer finalement une dimension qui vient du macro-social et qui sont les rapports sociaux de domination et d'oppression dans mes pratiques pour pouvoir avoir cette ouverture qui permet l'accès à des services qui soient adéquats par rapport à la diversité des situations sociales que l'on rencontre. Alors je ne vous dirai pas moi d'où ça me vient. Moi j'ai une anecdote, mais je ne vais pas la dire. Mais réfléchissez à la vôtre. Alors parfois on n'a pas eu juste un événement comme ça. Parfois c'est une suite d'événements. Parfois c'est une suite d'événements en même temps privés, en même temps professionnels. Mais même si on n'a pas eu ce déclic-là, de toute façon on est obligé d'améliorer nos compétences. Et ça c'est quand même un truc qui est super dans nos métiers. C'est qu'on apprend toute la vie. J'ai retrouvé tout à l'heure mon premier collègue psy. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, il est encore là, en train de réfléchir pour améliorer ses pratiques. Ça, c'est quand même super, merci Charles d'être là. Puisqu'on fait un métier, on devient toujours meilleur avec le temps, parce qu'on réfléchit. Et donc, les personnes et les systèmes relationnels que nous voyons évoluent, nous aussi on évolue, dans un contexte qui est forcément empreint de rapports de domination et d'oppression. On ne peut pas en faire fi du macro-social dans ce qui nous amène à rencontrer les personnes et comment on travaille. Alors, je n'ai pas dit qu'on devait toujours tout développer de nos compétences, c'est pas à pas, step by step. Mais l'idée, c'est que je voulais quand même signaler, je pense que c'est vraiment important, si on se dit, je ne suis pas encore tout à fait prêt, là, je sens qu'il me manque certaines choses pour que je puisse vraiment bien aider ces personnes, ces systèmes relationnels, c'est vraiment super de réorienter. C'est une compétence professionnelle pour moi de pouvoir réorienter, ce n'est pas une faiblesse professionnelle. Mais ça ne veut pas dire que, ça c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu, que je vais tout de suite les orienter vers the spécialiste. Salvatore d'Amore, sinon rien de tournée. Non, ça c'est pas du tout l'idée non plus. Parce que c'est pas ça dont les gens ont besoin, et nous non plus. C'est vraiment l'idée qu'on peut améliorer nos compétences de plus en plus. On a une forme de responsabilité professionnelle à se former de manière continue de toute façon. La Ligue y participe notamment en organisant ce colloque, mais organise bien d'autres choses aussi. Donc, aller chercher des connaissances. Mais les connaissances, ce n'est pas encore des compétences. Parce que les compétences, c'est des actions concrètes, professionnelles, menées avec réflexivité. On est en train de réfléchir à ce qu'on fait professionnellement en mobilisant des ressources, dont des connaissances. Mais minimalement, on peut aller chercher certaines connaissances. Ça peut aider parfois les personnes à se sentir qu'elles ne doivent pas vous expliquer les choses. Parce que parfois, les personnes vraiment se disent... Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, des gens qui me disent j'ai été voir une psy, elle était chouette, c'est pas ça, mais c'est parce que je devais expliquer des trucs sur l'homophobie, l'hétéronormativité, et donc du coup je ne me sentais pas complètement à l'aise de pouvoir être aidée. Pourtant là c'est la mobilisation de connaissances qui manque, c'est pas forcément la compétence, parce que la compétence, certaines compétences d'accueil, d'écoute et tout ça étaient parfaitement là, mais il y avait une mobilisation de connaissances supplémentaires pour améliorer ces compétences. Alors normalement on ne devrait même pas parler de ça, je ne devrais jamais vous parler de ça maintenant. Je veux dire, on a fait tous et toutes une formation initiale, une formation continue. On devrait avoir abordé toutes ces questions-là de rapport d'oppression et de domination. Comment intégrer une approche politique et ou / féministe dans nos approches. On devrait l'avoir tous et toutes fait en formation initiale ou continue. Qu'est-ce que vous avez appris en formation? Deuxième insight, je ne sais pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est le bon côté du colloque du coup. Moi j'ai surtout appris que je devais me taire et continuer à résister dans mes formations initiales et continues. Donc je n'ai même pas appris ça en systémique, d'intégrer le niveau macro-social. Parce que la systémique, elle va s'arrêter au niveau du système familial, éventuellement un peu plus large quand il s'agit de supervision institutionnelle. Mais vous allez me dire que là j'exagère. Parce que la systémique, quand même, part de l'ontosystème, intègre les microsystèmes, les mésosystèmes, vous savez, tout le modèle de Bronfenbrenner, jusqu'au macrosystème. Oui, mais non. Parce que, en tout cas, de ma
petite expérience professionnelle, ce que j'ai vu, c'est qu'on va ramener du macrosocial, par exemple, les représentations et les stéréotypes. Mais on ne va pas ramener les fonctions de ces représentations et de ces stéréotypes. Et donc on ne va pas ramener ce qui fait sens pour travailler ce qui est en mode de reproduction, de résonance, d'isomorphisme dans les systèmes relationnels et avec les personnes que nous rencontrons, et entre ces systèmes relationnels et nous, ce qu'on crée avec eux et elles. Et elles. Vous avez vu? Elles. Voilà. Même moi, c'est difficile. Cool, mais step by step, on avance. Les mots sont importants aussi. Donc, si on n'intègre pas cette question-là, ça sert le système. C'est parce que l'hétérosexualité, voyez-vous, elle ne se vit pas comme du militantisme. C'est grâce à certaines discussions de tout à l'heure que j'ajoute ça. Pour ça, je regarde ma feuille. Le système hétéro est aussi classiciste, est aussi validiste, et aussi, on ajoute tous les mots que vous connaissez déjà. Il ne se voit pas comme un modèle militant qui a des impacts sur les personnes, les systèmes relationnels et sur la santé mentale des personnes. Il se voit comme juste naturel, normal, valable, puisque majoritaire, on parle de minorité dans le titre, puisque majoritaire, tout le monde devrait être hétéro. Mais pourtant, même les hétéros, parfois ne sont pas dans l'hétérosexualité qui est normative, exclusive, quelque chose qui est l'ordre avec très normé en termes de binarité de genre. Donc même l'hétérosexualité ne convient pas à plein d'hétéros. C'est un système d'hétérosexualité qui est en soi un outil majeur qui fait qu'il se reproduit très fort. Et selon moi, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est l'invisibilisation de l'oppression en tant qu'oppression qui fait que du coup ça peut se reproduire. Mais non, c'est pas l'oppression. C'est pas ça. On peut en reparler si vous voulez après. Parce que donc, je vais regarder le temps qui file sans doute. Donc si tout a changé dans la formation et que je suis à côté de la plaque, je ne demande pas mieux. Hein, donc je vais me rasseoir, on parle ensemble, c'est super. Mais c'est ce que je me dis, c'est que si jamais on doit encore faire un colloque en 2022 sur ces questions-là, c'est même pas sur des thématiques, parce que c'est sur des personnes, des minorités sexuelles qui remettent en question le champ psychomédico-social alors qu'elles ont été remises en question par ces champs disciplinaires. Faire 2 jours sur ça en 2022, je pense qu'il y a encore des choses à questionner et à faire avancer. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites depuis longtemps, etc. Il y a des actions qui vont être plus porteurs que d'autres. J'ai, par exemple, participé à la création de Magenta. Voilà, je l'ai dit. Roxane, tu sais. Magenta était une association pour les personnes LGBTQI+. C'était suite à un projet européen qui montrait qu'en Belgique, il y avait un manque concernant les femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles et toutes les personnes trans. C'était dans les années 2000, on a fait différentes choses, etc. Je ne sais pas à quel point ça a été important ou pas. Et c'est ça que je me questionne, c'est sur les modus operandi pour qu'on améliore nos pratiques pour aller vers des pratiques anti-oppressives. Qu'est-ce qui va faire que ça améliore? Et là, vous allez dire que j'individualise une question éminemment politique et collective, mais ma réponse actuelle pour présenter ce que je vous présente aujourd'hui, c'était que finalement, c'est chacune de vous. Et donc, quand je dis ça, c'est que vous avez comme une sorte de... Vous avez le pouvoir, la responsabilité aussi, mais aussi toutes les compétences pour apporter du changement dans vos pratiques en intégrant une analyse féministe, une dimension politique, en allant chercher des ressources pour améliorer vos compétences, puisque je l'ai dit, les compétences, ce sont des actions coordonnées. C'est ce qu'on fait avec réflexivité, en ayant conscience de ce qu'on fait et en allant mobiliser les ressources dont on a besoin, des ressources internes, des connaissances, des habiletés, des ressources externes, des livres, des connaissances, mais aussi une discussion avec une collègue, un podcast, toutes sortes de choses. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous le faites déjà. Parce qu'il n'y a personne qui intervient sans réfléchir à comment on intervient. Donc ça, vous le faites déjà. Alors que vous le fassiez en pleine conscience ou en moyenne pleine conscience ou sans prendre conscience, ça c'est autre chose. Mais vous le faites déjà réfléchir. Donc je voudrais mettre le focus sur troisième insight. Qu'est-ce que vous faites déjà qui améliore vos compétences, qui améliore vos pratiques pour être dans l'idée de développer des pratiques anti-oppressives par rapport aux thématiques liées à ce colloque.
Vous faites déjà des choses, sinon vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et c'est à partir de ce qu'on fait déjà qu'on peut encore s'améliorer. Ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Et donc, l'idée, c'est déjà de lister avec vous-même. J'ai fait ça parce que j'avais fait ça avant, mais là, j'ai amélioré, j'ai fait ceci en termes d'action. Le terme minoritaire dans le titre est discutable, questionnable. On verra si nous avons le temps d'en parler ici. Je vais rester sur le développement des compétences pour respecter un peu le délai imparti. Donc, ce qu'on fait, on le fait en réfléchissant. Mais souvent, on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on fait. Parce que c'est normal, on ne prend pas le temps d'expliciter, donc de sortir ce qui est implicite dans ce qu'on fait, de le sortir pour le rendre explicite. C'est un premier niveau de réflexion, ça c'est comme un reflet, comme un miroir. Ça nécessite de faire un travail, souvent avec une méthode rigoureuse, un journal réflexif, avec un apprentissage guidé pour dire j'ai fait ceci et je me suis dit dans ma tête que. Donc je vous invite à mettre un haut-parleur dès ce soir si vous avez des consultes, dès demain si vous tournez demain au travail, de mettre un haut-parleur sur ce que vous vous dites pendant que vous agissez et de tenir compte davantage de ça. Parce que dans la boucle de l'apprentissage, comment on développe encore mieux nos compétences, on part des expériences, ça c'est numéro 1, expérience. S'ensuit une phase d'explicitation. La phase d'explicitation, c'est ce que je viens de dire avant. La troisième phase, c'est l'explication. À partir de ce que je me suis dit dans ma tête, avec ces personnes, avec ce système relationnel que j'ai vu, entre eux et moi, avec ce que je me dis dans ma tête, je vais aller chercher, mobiliser des connaissances, des concepts, des théories qui vont pouvoir m'améliorer dans mes compétences professionnelles. Et la quatrième étape, c'est du coup, en fonction de l'expérience que j'ai faite, j'ai écouté ce que je me suis dit, je l'ai rendu explicite, j'ai mobilisé telle ressource, du coup, je décide que la prochaine fois que je vois une situation comme ça, je ferai cela en tant que praticien-praticienne. Donc il y a une décision d'action qu'il ne faut pas oublier, même si elle est pas tout de suite. Ça peut être tout de suite si on revoit les gens, qu'on a fait un break pour réfléchir et qu'on les revoit direct, ou parce qu'on les reverra dans un mois, ou on reverra des autres situations un peu semblables. Alors l'étape, donc ça c'est le cycle d'apprentissage de Kolb, COLB. La phase 3 de l'explication, donc c'est là où on mobilise les ressources, etc. C'est là que vous allez mobiliser tous les tilts que vous vous êtes fait pendant, par exemple, ces 2 jours de colloque. J'ai bien dit les tilts que vous vous êtes fait, parce que ce n'est pas du tout ce qui est intéressant, ce que nous, ce qu'on a déclaré et ce qu'on a dit. Ce qui est intéressant d'aller rechercher, c'est tout ce que vous vous êtes dit pendant « Ah oui, alors ça me fait penser que… » Et je me suis dit que… Ça, c'est dans l'explication que vous pouvez le mettre. Tous les nouveaux concepts, les nouvelles perspectives, des nouvelles idées, etc. Éventuellement, vous avez appris, je ne sais pas, une autrice que vous ne connaissiez pas, vous pouvez aller mobiliser tout ça dans l'étape 3. Mais attention que c'est l'étape 2, explicitation, qui est la plus importante. Parce que trop souvent, on va être, à partir d'une expérience, on va aller chercher une théorie. Il y a autant d'axes dans les familles homoparentales, par exemple, et on va l'appliquer. Or, tout ce qui est paradigme d'application ne va pas vous faire développer vos compétences. Momentanément, vous allez vous sentir en contrôle. Je vais appliquer ça. Mais en fait, dans le fond, ça ne va pas faire en sorte que vous êtes en train de vous améliorer en tant que praticien réflexif. Donc, l'explicitation, c'est vraiment un moment super important. Ceci dit, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mobiliser des ressources internes, connaissances et mobilité, et externes, des nouvelles choses. Et là, vous pourriez avoir un intérêt de se dire que c'est normal, on a tous des tâches, et tous et toutes des tâches aveugles. C'est que vous pourriez, dans la phase d'explication, aller chercher des connaissances que d'habitude vous ne mobilisez pas, et qui seraient plutôt féministes. Notamment tout ce qui va être mis sur les feuilles, là. Les podcasts, etc. Parfois, c'est même les personnes qui nous voient, qui nous parlent d'un podcast super intéressant, et vous pouvez aller mobiliser à ce moment-là des explications pour voir qu'est-ce que ça donnerait, ce que vous avez dit dans votre tête, en allant chercher une perspective féministe. Ça donnerait quoi ? On revient à l'explicitation. Est-ce que vous me suivez toujours ? Donc phase 1, expérience, 2, explicitation, 3, explication, 4, on prend une décision d'action pour la prochaine fois. L'explicitation, de manière puriste, normalement c'est les neurones, là, ça fait
fait des synapses dans tous les sens. Ce que vous vous dites dans vos têtes, vous pouvez capter qu'un tout petit peu des choses. C'est normal. On fait un effort pour le rendre explicite. Donc normalement, on ne guide pas vers une sorte de point focus. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je me demande si vous n'auriez pas un intérêt, voir ce que ça vous dit, de vous poser des questions. Donc c'est comme si l'explicitation, vous écoutez penser pendant l'action, mais vous ajoutez certaines questions auto-réflexives pour vous guider dans votre propre explicitation autour des questions féministes, des rapports sociaux, de domination et d'oppression. Genre, en faisant comme ça, je renforce les forces et les capacités de qui? Quand je dis ça ou quand je fais ça, je responsabilise qui et sur quoi dans mon intervention? Est-ce que je favorise l'égalité dans les relations? Est-ce que je favorise une sorte d'éthique relationnelle, une autonomie, une égalité? Alors toutes ces questions-là, j'en ai plein. Je ne vais pas vous avez, je pense, compris l'idée. J'ai envie que vous puissiez aller chercher vos propres questions. Et si vous voulez ma liste de questions, je vous la donne, je vous donnerai mon adresse email. Est-ce que je tiens compte de l'intersectionnalité? Bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller jusqu'à des choses comme ça, comme notamment vous avez entendu pendant ce colloque. Alors, l'explicitation, l'explication, il faut savoir que c'est non seulement pour développer vos compétences, mais je pense que vous le savez qu'un des éléments majeurs pour l'efficacité dans la psychothérapie et dans les pratiques psychomédico-sociales en général, un des éléments qui ressort, ça ne dépend pas de l'approche, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et je mets les alliances thérapeutiques comme j'aurais dû mettre les approches féministes, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Tout est toujours au pluriel et dans l'altérité. Les alliances thérapeutiques, les alliances d'intervention sont un élément fondamental pour l'efficacité, pour les personnes, pour les suivis psychothérapeutiques. Le fait d'avoir ce degré d'explicitation et le souci d'aller mobiliser les connaissances, les ressources dont vous avez besoin pour encore vous améliorer aide beaucoup à l'alliance thérapeutique. Donc, excusez-moi pour regarder le temps. Je vous regarde aussi, vous. 6 minutes. Encore 6 minutes. On pourrait, mais on ne va pas le faire, discuter des rapports de pouvoir. Parce que les rapports de pouvoir, ça c'est quelque chose qui n'est pas inacceptable en soi. C'est tout un enjeu, on peut en parler beaucoup. Par contre, la domination et l'oppression est toujours inacceptable. Et donc vous m'entendez dire les rapports sociaux de domination et d'oppression, à ne pas confondre avec des rapports de pouvoir. Je ferme ma parenthèse, nous pourrons discuter éventuellement. Alors revenons peut-être au titre. De quoi parle-t-on quand on parle de minorité? Alors, le focus de ce colloque semble évidemment mis sur les personnes LGBTQI. J'ajouterai peut-être je ne sais pas si donc autres, plus. Au Québec, où je travaille pas mal, on mettrait 2 S en plus, parce que two spirits, les personnes qui sont 2 esprits. Donc, c'est aussi un concept où on va en même temps, il n'y a pas des bonnes façons de nommer toutes ces réalités. Et en plus, elles ne recouvrent pas la même chose. C'est pas comme un parapluie avec la même chose en dessous. Donc revenons à son titre au titre de minorité. Vous avez sans doute entendu parler du 1 sur 10. 10% de la population serait gay ou lesbienne. Enfin, c'était plutôt des études sur les gays qui avaient montré ça. Ce genre-là d'études sur l'auto-identification est discutable, mais comme d'autres études, ça montre aussi dans le rapport social d'oppression et domination qu'il fallait comme faire des choses pour montrer que ça existe, que ces personnes-là vivent des choses qu'il faut en tenir compte. Notamment puisque les subsides, c'était sur base, en Belgique francophone, il y a une vingtaine d'années, c'était soit les tentatives de suicide chez les jeunes, soit la violence dans les relations conjugales. Du coup, vous avez eu pas mal de recherches menées tant bien que mal au niveau associatif sur ces thèmes-là. Or, quand on dit qu'effectivement il y a X% qui ont des idées suicidaires, etc., ça va pathologiser. On dit qu'ils vont franchement très mal, ils ont beaucoup d'idéations suicidaires. Ce n'est pas du tout lié à l'orientation sexuelle. C'est lié à tous les processus de rejet, en balance avec ce qui est
entre acceptation comme réaction de l'entourage, rejet de l'entourage, le harcèlement à l'école. C'est ça qui va créer les idées suicidaires, d'autant plus que c'est considéré que hétéro c'est mieux, mais c'est pas vu comme, j'ai dit tantôt, hein, comme de la militance de mettre l'hétérosexualité au-dessus et homo c'est moins bien. Donc ça s'explique très bien que c'est pas l'orientation sexuelle qui crée les problèmes de tentative de suicide, mais je vous invite à monter au niveau de... C'est parce que les subsides étaient sur ça aussi. Donc, pour revenir à la minorité, si on dit 1 sur 10, c'est sûr que c'est minoritaire. Mais ça, c'est juste l'auto-identification. Comme l'homosexualité, par exemple, a été criminalisée, elle a aussi été considérée comme un péché mortel, une maladie mentale, enfin bref, j'en passe, contre nature, mais si c'est un crime, on ne peut pas dire qu'on l'est. Donc l'auto-identification, ça n'existe pas, je ne suis pas ça, je suis hétéro. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des comportements sexuels avec des personnes de même genre ou de même sexe. Bon là, hop, on augmente déjà. Il y a plus que 1 sur 10 qui ont des comportements. Puis il y a des gens qui n'ont pas de comportement pour X raisons, mais ils ont des attirances pour des personnes du même sexe ou du même genre. Bon, alors on augmente encore le pourcentage. Il y a des gens qui, dans l'échelle de Klein, il y a aussi le niveau de la préférence émotionnelle, se sentent plus à l'aise pour des choses vraiment intimes, d'en parler, d'être entouré par des gens du même sexe et du même genre. Hop, on augmente encore le pourcentage. Donc du coup, est-ce que c'est minoritaire? C'est comme pour les femmes et les hommes, hein. On dit aussi c'est minoritaire. En fait, c'est majoritaire, la classe sociale des femmes est majoritaire, mais elle est minorisée. Parce que dans le rapport social de domination et d'oppression, qui repose sur le système patriarcal, non, c'est plutôt le système patriarcal qui repose sur les rapports sociaux de domination et d'oppression, il y a les femmes qui pourtant sont majoritaires, mais qui vivent des conséquences des rapports sociaux. Elles sont plus précaires, elles ont plus de problèmes de santé mentale, etc., parce qu'elles sont minorisées, elles ne sont pas minoritaires. Les personnes LGBTQIA+, et de S, je vais les mettre quand même, ne sont pas spécialement minoritaires non plus. Il faut sortir de cette idée qu'il y a des minorités, des majorités. D'abord, c'est pas parce que c'est plus fréquent que ce serait plus normal. Imaginons que l'hétérosexualité soit plus fréquente, c'est pas pour ça qu'elle est plus normale. Mais en plus, ça crée la base même de ce sur quoi repose le rapport de domination, à savoir, il y a deux, on va binariser, il y a deux publics, il y a deux classes, et ce processus de différenciation-là va augmenter les différences. Par exemple, la planète hétéro et la planète LGBTQIA+, on va surdifférencier ces deux groupes-là. Sexuellement, ils ne font pas du tout la même chose. C'est vrai, quand même, comment ce serait possible que les autres fassent la même chose, les hétéros, quand même, c'est pas un homme et une femme. Donc, on va surdifférencier avec des stéréotypes, avec des représentations, avec des fausses croyances, avec tout ce qu'on veut, on va surdifférencier et on va gommer les différences dans la même classe. Les hétéros sont, les lesbiennes sont. Ce processus-là de différenciation n'est pas un processus de différenciation psychique. Mes collègues psychanalystes, cher Charles, vous me direz, ça n'a rien à voir avec la différenciation psychique et tout ça. C'est vraiment une différenciation qui est étudiée en psychologie sociale sur les rapports intergroupes. Et cette différenciation-là, celle que je vous explique là, est toujours précédée d'un processus de hiérarchisation. On ne fait jamais ça sans qu'il y ait en même temps une hiérarchisation. Donc la logique binaire et de hiérarchisation, c'est vraiment un des moteurs des rapports sociaux d'oppression et de domination, qui est le socle de cette société patriarcale et patriarcale dans laquelle on évolue, qu'on le veuille ou pas, tout le monde, qu'on peut déconstruire en partie, mais pas complètement, et que parfois c'est les publics qui viennent nous consulter, qui nous permettent d'intégrer ce niveau-là, d'aller jusque-là, parce que dans leur vécu, ça a des impacts sur leur santé mentale notamment, mais sur d'autres choses aussi, et que ces personnes-là doivent se débrouiller dans ce monde-là, mais nous, on y est aussi. Et tant qu'on est vivant, on bouge, eux bougent, on doit bouger aussi, et on doit bouger comme professionnels pour augmenter nos habilités et nos compétences professionnelles, et sortir de ces processus-là, donc en y veillant et en intégrant une analyse féministe dans nos pratiques pour qu'elles deviennent le plus possible anti-oppressives comme objectif. Est-ce que j'aurais encore une autre petite chose à dire? Donc dans cette idée-là, il y a tout le processus de décoloniser, vous avez peut-être entendu
parler de ce terme qui est quand même un peu plus récent en français, décoloniser nos esprits et nos pratiques par rapport au fait de construire, déconstruire. Il faut savoir que c'est pas nouveau. Hein. Le couple et la famille, quand même, comme système relationnel, c'est remis en jeu, mais c'est pas nouveau que c'est re-questionné. C'est-à-dire, ça a toujours été en mouvement. Je disais tout à l'heure, si on n'est plus en mouvement, on meurt. Les systèmes humains bougent et vivent parce qu'ils bougent. Donc, l'idée même du couple, l'idée même de la famille est en questionnement, mais ce n'est pas nouveau. Il y a 200 ans, être une famille, ce n'était pas du tout comme maintenant, puis ce ne sera pas du tout pareil dans 20 ans. Donc, il y a à décoloniser nos esprits et nos pratiques aussi de tous ces concepts. C'est un travail exigeant, mais qui est vraiment passionnant. C'est quelque chose que plein de gens ont fait, et vous allez le faire et continuer avec nous. Et nous avec vous. Et je suis juste émue parce que je pense à Irène Koffer, qui est une militante féministe belge, qui est décédée très récemment et qui était une amie très très proche, et qui m'a beaucoup inspirée, parce qu'elle était très subtile dans sa manière d'aborder avec beaucoup d'humour toutes ces questions-là de rapport social.